La capacité de la Chine à tenir tête aux États-Unis dans leur guerre commerciale vient-elle du fait qu'elle fabrique les composants clés? Je veux dire, c'est le résultat que nous observons. La Chine a la possibilité de retenir des intrants essentiels à la production américaine, notamment pour le Pentagone, ce qui les empêche de continuer à agiter le sabre dans la guerre commerciale contre la Chine. Cela s'étend-il à d'autres nations? La Chine pourra-t-elle protéger les pays en développement de la guerre commerciale de Trump contre le reste du monde? Est-ce intrinsèquement anti-impérial? Est-ce le début d'un monde véritablement multipolaire? Je pense que la réponse à cette question est à la fois oui et non. Parce que la Chine, lorsqu'il s'agit par exemple d'être anti-impérialiste, l'est en principe et dans ses actions, dans la mesure où elle peut l'être dans les circonstances actuelles. Donc en termes de cadre d'analyse de cette question, la Chine et le reste du monde, nous vivons dans une réalité fondée sur la domination et la prééminence, surtout au cours des 70 dernières années, mais en réalité, depuis des siècles. Le système mondial dominant a été celui du capital privé et de l'empire, l'impérialisme. Qu'il s'agisse, il y a longtemps, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, etc., ou des États-Unis au cours des plus de 70 dernières années. Un système désormais dominé par la finance et le dollar américain, qui a enserré une grande partie de l'économie mondiale dans ses tentacules. Cela est une limite inhérente pour quiconque, en particulier pour un seul pays, à surmonter. Ainsi, dans la mesure où la Chine a réussi à accomplir ce miracle économique, à devenir la plus grande économie en termes de parité de pouvoir d'achat et véritablement le leader, le moteur économique de ces institutions multilatérales et multipolaires, son propre projet, par exemple l'initiative La Ceinture et la Route, a entraîné d'immenses changements pour les populations du monde entier, du Pakistan à de nombreux autres pays. Elles en ont réellement tiré profit, et cela s'est répercuté sur les gens ordinaires, qui peuvent désormais bénéficier de trains à grande vitesse, de réseaux de métro et d'infrastructures essentielles, qui créent des emplois et facilitent le commerce et le développement en tant que tel. Cela produit un effet en cascade. L'accès à la technologie 5G, l'accès aux technologies les plus récentes et les plus avancées, dans la mesure du raisonnable pour le niveau de développement de ce pays. Tout cela entame considérablement la capacité d'un pays à prospérer, à faire partie d'un monde multipolaire et à se protéger, par exemple, de l'addiction des États-Unis à la guerre économique. Et nous avons vu, avec la tentative de Trump d'imposer des tarifs à l'ensemble du monde, que de nombreux pays, même le Canada, sont simplement prêts à dire « Très bien, si vous nous frappez, alors nous irons simplement vers la Chine pour répondre à nos divers besoins. » Car la Chine dispose désormais de la chaîne d'approvisionnement et de la capacité industrielle nécessaire pour fournir les marchés dont nous pourrions avoir besoin. Tout cela revient à dire que, oui, la Chine possède bien cette capacité. Sans la Chine, par exemple, la Russie et l'Iran seraient dans une situation bien plus critique. Ces sanctions seraient beaucoup plus difficiles à contourner et à supporter. Il y a ces conséquences en cascade, n'est-ce pas? Tout le monde sait que l'Iran est le principal acteur national soutenant la Palestine et que la résistance, à la fois en Palestine et dans la région, serait bien plus faible, bien moins capable sans le soutien diplomatique, militaire et économique que l'Iran fournit. Eh bien, si la Chine n'achetait pas plus de 80% de l'énergie iranienne, le pétrole par exemple, l'Iran aurait énormément de mal à faire autre chose que d'essayer d'éviter un effondrement économique. C'est en somme la réalité de la situation. C'est l'attachement de la Chine au principe selon lequel les sanctions sont illégales qui lui permettent de dire non, nous n'allons pas écouter les États-Unis, ni l'ONU, ni l'UOA, ni quiconque impose des sanctions à un pays.
Nous allons continuer à commercer avec elle. Donc oui, à ce titre, la Chine offre assurément cette protection et cette défense essentielle contre les excès et l'efficacité des prédations économiques et militaires de l'Empire. Mais non, elle ne peut pas, en fin de compte, être, disons, le sauveur du reste du monde. Parce que premièrement, la Chine reste un pays en développement à part entière. Elle doit donner la priorité à une population de 1,4 milliard d'habitants et à leurs besoins en matière de développement. Elle n'en est qu'à un peu plus de 70 ans dans le processus de sa propre souveraineté. Son développement rapide est un miracle, mais il existe encore de nombreuses régions en Chine qui doivent continuer à se développer. Il existe encore une pauvreté relative. De nombreuses personnes ont encore de faibles revenus. Il existe toujours une différence entre la vie des habitants des zones rurales et celle des citadins. Tous ces problèmes doivent encore être résolus. La corruption persiste, même s'ils ont été très sévères à ce sujet, surtout dans les régions et les administrations locales. Mais ce n'est pas comme si la campagne anticorruption était terminée. Ce n'est pas non plus comme si la campagne de réduction de la pauvreté était achevée. Ce sont des efforts qui se poursuivent, et la Chine ne peut pas les abandonner au profit d'objectifs mondiaux encore plus vastes. Et puis, il y a le fait que la politique étrangère de la Chine est très spécifique et très concrète. C'est un exemple puissant, mais les gens doivent avoir des attentes qui ne soient ni fantaisistes ni mythologiques. Je ne connais vraiment aucun pays qui se promène en libérant tout le monde de son oppression ou de ses catastrophes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a cette célèbre citation de Che, tu sais, faire 1, 2, 3 Vietnam. Mais il parle de Cuba allant créer 1, 2, 3 Vietnam. But he wasn't talking about Cuba going out and making 1, 2, 3 Vietnams. He was talking about Vietnam doing that and everybody else. Il parlait du Vietnam qui faisait cela, et de tout le monde, tu sais, du Vietnam se libérant de l'empire colonial français, des incursions alignées sur les Britanniques et les Japonais, puis des États-Unis, qui furent le plus long pourvoyeur de violence dans une tentative de réprimer tout Vietnam indépendant. Il parlait du peuple vietnamien qui le faisait, de tout le monde qui le faisait. Cela demande toujours ce genre d'effort. Dans le développement d'un monde multipolaire, il faudra que tout le monde dans le Sud global, tous ceux qui veulent voir un nouveau système, le construisent eux-mêmes. Ils devront le conquérir. Ce ne sera pas toujours facile. Mais la Chine, assurément, sa politique étrangère est la non-ingérence. Sa politique étrangère est strictement la non-ingérence, ce qui signifie qu'on ne verra jamais la Chine aider ouvertement une entité politique, du moins publiquement. Il n'y aura jamais de trace écrite permettant de dire que la Chine soutient tel parti, disons aux Philippines, contre tel autre, parce qu'elle voudrait voir ce parti au pouvoir, même si cela sert ses propres intérêts. Exactement. Même si ce parti serait bien meilleur pour le monde, il ne le fera pas, car la non-ingérence est strictement sa politique. Il a ses propres besoins de développement, et il a tiré les leçons de l'Union soviétique, qui pratiquait la réelle politique en permanence, principalement par nécessité et parfois par idéologie, selon les périodes. Mais la réalité, c'est que les leçons tirées de la tentative de l'Union soviétique de soutenir le gouvernement socialiste en Afghanistan ont vraiment provoqué des ondes de choc dans le monde entier. Car les États-Unis ont saisi cette occasion pour enliser l'Union soviétique et l'affaiblir objectivement. Ce n'est pas ce qui a conduit entièrement à l'effondrement final de l'Union soviétique, mais cela a joué un rôle. Et lorsque la Chine a vu cela, elle s'est dit « D'accord, nous ne pouvons pas faire ça dans l'état où nous sommes. » Nous ne pouvons pas faire cela, surtout après la chute de l'Union soviétique et la désintégration du bloc de pays qui pouvaient se dire socialistes, réduits à une poignée à des niveaux de développement très faibles. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui la multipolarité.
La raison pour laquelle nous n'avons pas de guerre froide, socialisme contre capitalisme, en ce moment, c'est que le monde né après 1991 a été dominé par le capital mondial, dominé par l'Occident. C'était la fin de l'histoire. C'était le moment pour les États-Unis de briller, c'est-à-dire de frapper et de détruire le monde entier pour s'assurer une domination éternelle. Et la Chine a dit « Non, nous allons attendre notre heure. Nous allons nous développer et nous occuper de ce que nous devons faire. Nous allons adopter une politique étrangère conforme au droit international, fondée sur les principes de l'autodétermination. » Mais cela va être une politique de non-ingérence très stricte, car la Chine doit s'occuper d'elle-même. Et c'est ce que nous avons. Cela ne veut pas dire que la Chine n'est pas préoccupée par les questions de droits humains ou par les guerres. La Chine joue simplement le rôle qu'elle peut jouer dans les circonstances actuelles. Pour certains, cela ne suffit pas, surtout en Occident collectif et aux États-Unis, qui voient la nécessité d'un adversaire vraiment puissant, d'une intervention vraiment forte contre l'Empire américain. Mais en réalité, vous ne verrez jamais la Chine faire cela, car il y a des conséquences. Et au bout du compte, les conséquences de ce que nous pourrions penser ou imaginer dans nos têtes comme étant le mieux pour tout le monde pourraient en fait ne convenir à personne. Cela pourrait en réalité nuire à tout le monde, et à tout, et nous finirions avec un résultat bien pire. C'est ainsi, je pense, que la Chine gère les choses. Oui, la Chine constitue un rempart extrêmement important contre l'expansion de l'Empire américain. Et non, elle ne peut pas détruire l'Empire américain à elle seule, et elle ne le fera pas. Elle n'a même pas cet objectif, car ce n'est tout simplement pas une position qui ait du sens pour quiconque réfléchit aux buts sur lesquels la Chine se concentre. Pour nous, aux États-Unis, c'est plutôt « Oh mon Dieu ». Certaines personnes veulent simplement que tout cela s'arrête. Elles veulent que la souffrance, que l'impuissance cesse. Mais en réalité, cela dépend de nous. Cela dépend vraiment de la manière dont les personnes gouvernées par ces élites mégalomanes, cupides, sadiques et absolument maléfiques réagissent. Cela dépend de nous. C'est à nous d'y remédier. Et ensuite, quand nous le ferons, quand nous aurons le pouvoir de développer un système juste et capable d'éradiquer ces maux sociaux et cette exploitation belliciste, les possibilités seront infinies. C'est ainsi que je pense que nous devrions envisager les choses. Nous devrions considérer l'approche de la Chine comme un excellent exemple. Un exemple qui, certes, ne peut pas ruiner et détruire l'Empire à lui seul. Elle n'essaie même pas de le faire, mais elle rend un service très précieux à l'humanité, un service que nous avons désormais la responsabilité de faire progresser à notre manière. Et évidemment, notre tâche est bien différente, très différente. Je veux parler de la menace que la Chine représente pour les États-Unis. Un vaste débat est en train d'émerger, et cela fait des années que le sujet plane en arrière-plan. Quelle est la nature de l'économie chinoise, au juste? Beaucoup de gens disent « Oh, elle est devenue capitaliste. Oh, elle est encore communiste. Oh, c'est, vous savez, du socialisme de marché. » Toutes ces choses, peu importe comment on l'appelle. Cela semble absolument terrifier les gens à Washington, D.C. Alors, pourquoi la Chine représente-t-elle une menace existentielle pour les États-Unis ou pour ceux qui les gouvernent? C'est une question immense. Elle touche, je pense, à des raisons très superficielles. Je crois qu'une raison majeure à ce niveau est que la Chine, telle qu'elle est, un pays en pleine ascension économique, disposant désormais de capacités économiques et militaires qui rivalisent avec celles des États-Unis, représente un défi. C'est ainsi qu'on le perçoit du point de vue du Pentagone, des groupes de réflexion, de leur manière de voir les choses. Ce qu'ils observent, c'est un ordre économique et politique chinois en pleine expansion. Et leur point de vue, c'est « Oh non, la dictature autoritaire menace le mode de vie occidental.
la démocratie est en danger. Et à bien des égards, cette peur est justifiée, non pas dans son contenu, mais dans le fait qu'il existe effectivement un rejet majeur à l'échelle mondiale du mode de vie occidental. Mais ce n'est pas le rejet qu'on nous présente. Le rejet est en réalité occidental. L'un des échecs les plus complets et les plus absolus de ce que l'Occident a montré, c'est qu'il y a eu un effondrement total, une explosion hypocrite de désastre, qui a prouvé à une grande partie du monde qu'il fallait quelque chose de différent. Et la Chine en est l'incarnation, en tant que projet économique et politique, le plus réussi du monde multipolaire. Un monde où d'autres voies de développement et d'autres manières de gouverner sur les plans politiques et économiques peuvent émerger et offrir de véritables alternatives pour prospérer et créer un monde plus pacifique. C'est là le niveau superficiel. En dessous de tout cela se trouve le fait que le mode de vie de la Chine, la manière dont elle organise son système, ce qu'ils appellent spécifiquement le socialisme aux caractéristiques chinoises, constitue en réalité le véritable problème. Même dans les années 1990, sous Bill Clinton, on parlait déjà des problèmes du modèle chinois. C'était pendant les années 1990 effréné lorsque la Chine s'intégrait rapidement à l'économie mondiale et entreprenait d'importantes réformes structurelles pour libérer les forces productives et intégrer le capital privé à son innovation et à son développement. Rien de tout cela n'a pu convaincre les États-Unis qu'un pays dirigé par un parti communiste mérite d'être soutenu une fois qu'il devient trop puissant. Et c'est ce qui s'est passé. La Chine n'est plus un pays à bas salaire, servant une priorité particulière des États-Unis. Une main-d'œuvre bon marché pour des biens à faible valeur ajoutée. Désormais, la Chine produit des biens à forte valeur ajoutée, la technologie la plus avancée, les meilleures infrastructures. Et elle est dirigée par un parti communiste dont les objectifs sont fondamentalement antagonistes à ceux des États-Unis. Le Parti communiste chinois veut éliminer la pauvreté en Chine. Elle veut devenir un pays socialiste moderne d'ici 2050. Elle veut garantir un ordre véritablement pacifique, un ordre qui respecte les principes fondamentaux du droit international, en particulier l'autodétermination. C'est une hérésie pour ce que veulent la classe politique, l'establishment et les élites américaines. Les monopoles, les cartels, les banques, le complexe militaro-industriel. Ils veulent un monde où ils peuvent voler, piller, dépouiller, gagner autant d'argent que possible et simplement détruire le monde. Peu importe ce qui arrive, c'est leur priorité. Et la Chine est le plus grand obstacle sur cette voie, car elle a réussi au point d'être, oui, une véritable menace. Toute cette agitation et ces critiques venant des faucons anti-Chine et des commentateurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias occidentaux traditionnels ou même dans les couloirs du gouvernement, ne sont que de l'obfuscation et de la projection. C'est de la peur. C'est la véritable peur de ce que cela signifie pour l'objectif de la Première Guerre froide, à savoir l'élimination du communisme. De toute société gouvernée par un parti dirigé par des communistes ou des socialistes. Cette fantaisie, cette illusion selon laquelle ils pouvaient l'éliminer, revient les hanter. Plus la Chine devient forte, plus elle prend la tête du monde dans différents domaines de développement, et plus le reste du monde l'adopte comme partenaire et ami. C'est cela qui effraie vraiment, vraiment, vraiment les États-Unis. C'est ce qui fait de la Chine une véritable menace d'un point de vue objectif, dans le sens où, si la Chine poursuit l'initiative de la ceinture et de la route, si elle devient un acteur économique plus puissant, si elle atteint ses propres objectifs, alors tout cela met sous un immense projecteur les échecs, les contradictions et les horreurs d'un empire en perte de vitesse,
et d'un système capitaliste lui aussi en recul, incapable de rivaliser. Voilà donc la grande menace, la grande crainte. Et la seule option que beaucoup envisagent est une guerre inévitable. Il existe de nombreux désaccords sur la rapidité et la manière dont cela devrait se produire. Mais en fin de compte, beaucoup parmi les élites militaires affirment que la guerre est la seule réponse. War is the only answer.